Ce monde est rempli de créatures dangereuses qui menacent la vie des gens, que nous appelons des monstres. Pour protéger les gens du mal, des personnes capables de créer de puissantes barrières sont nées. On les appelle des saintes, car elles ne repoussent pas seulement les monstres, mais purifient aussi la terre. La présence d'une sainte est une grande bénédiction, et chaque pays a besoin d'au moins une sainte pour se développer. À Gertonia vit la plus grande sainte de l'histoire humaine. Elle s'appelle Philia, et elle vient de vaincre des monstres dans le nord-ouest. Cependant, bien qu'elle possède tout, il lui manque un sourire. Une sainte devrait être une source d'amour et aimée par le peuple, mais son visage froid la rend détestée. Elle passa par le marché et un jeune homme demanda au vendeur qui elle était. Le vendeur présenta joyeusement la belle sainte sous le nom de Philia. Actuellement, il y a 2 saintes dans ce royaume. L'autre s'appelle Mia et c'est la sœur cadette de Philia. Mia est extrêmement mignonne, tout le contraire de sa sœur. Bien que Philia soit la plus talentueuse de l'histoire, elle n'a jamais souri. Cependant, elle est extrêmement gentille et aide toujours les gens, même ceux qui complotent contre elle. Voyant cette scène, le jeune blond trouva Philia merveilleuse et le propriétaire de l'échoppe pensait la même chose. La majeure partie des terres de Gonia est désertique, avec peu de ressources naturelles. La vie y était autrefois extrêmement pauvre. Cependant, grâce aux exploits de Sainte Philia, tout s'est considérablement amélioré. De retour chez elle, Philia se fit gronder par sa mère car elle passait trop de temps sur des tâches simples. Sa mère lui conseilla de prendre exemple sur Mia, qui avait achevé sa formation de sainte en 1 an seulement. Et contrairement à Philia, le sourire de Mia apaisait les cœurs de beaucoup de gens. Bien qu'elle soit sœur, Philia n'était pas aimée par ses parents. Ils étaient extrêmement contrariés et trouvaient toujours des raisons pour la réprimander. Sa mère critiqua le visage impassible de Philia, affirmant qu'il ternissait le titre de sainte. Elle craignait que l'image de Philia n'ait une mauvaise influence sur celle de Mia, et lui demanda donc d'agir comme une véritable sœur aînée. Dans son esprit, Philia se demandait ce qu'elle avait bien pu faire de mal. Le devoir d'une sainte était d'utiliser ses pouvoirs pour le bien du royaume. C'est ce qu'on lui avait toujours enseigné pendant ses études et sa formation. Cependant, plus elle travaillait dur, plus elle était rejetée. Elle se demanda si c'était à cause de son charme ou de son sourire. Depuis son enfance, Philia n'avait jamais su sourire. C'était parce que ses parents la détestaient. Ils avaient consacré tout leur amour à Mia. Alors Philia savait qu'elle devait travailler dur si elle voulait être aimée. Au même moment, le jeune blond écoutait un rapport sur la biographie de Philia. Elle avait quitté la maison à l'âge de 5 ans pour suivre une formation à l'église. Elle avait appris tout, des connaissances aux arts martiaux, en passant par la magie. Seas Parent l'avait exilée dans des lieux rudes pour s'entraîner. Son maître lui avait fait découvrir ce qu'était l'enfer sur Terre. À travers tout cela, Philia était devenue forte. Son père lui disait toujours des paroles dures. Si elle ne savait pas sourire, alors elle devait satisfaire toutes les exigences des autres pour leur plaire. Peut-être alors ressentirait-elle ce qu'était l'amour. Tout semblait impossible, mais grâce à sa détermination et à ses efforts, elle avait tout surmonté. Mais en contrepartie, elle n'avait jamais pu sourire, même un peu. Après avoir atteint l'âge de 16 ans, elle fut déclarée la plus grande sainte. Aujourd'hui âgée de 19 ans et reconnue par le roi, elle fut fiancée au second prince, Julius. Philia pensait qu'après ses fiançailles, elle réussirait et obtiendrait la reconnaissance des autres. Mais c'était complètement faux. Non loin de là, elle aperçut une petite bijouterie et décida d'y acheter quelque chose. En rentrant chez elle, sa jeune sœur l'accueillit avec joie. On pouvait dire que, dans ce monde, Mia était la seule à aimer et respecter véritablement Philia. Chaque fois qu'elle lisait un livre, Mia entrait dans la chambre de Philia pour sentir son parfum. Cela lui procurait un sentiment de sécurité, comme si Philia était toujours à ses côtés. C'était grâce à cette adorable petite sœur que la vie de l'héroïne avait un sens. Philia offrit à Mia une barrette en cadeau. Après 10 ans d'études, Philia savait seulement reconnaître ce qui était comestible et ce qui n'était pas trop laid. Mia fut choquée que Philia lui ait acheté ce cadeau. Elle déclara qu'elle était très heureuse et qu'elle le chérirait pour le reste de sa vie. Pour la remercier, elle proposa de choisir une tenue pour Philia en vue de son prochain rendez-vous avec le prince Julius. Le travail quotidien de Philia était très difficile, mais la présence de Mia dans sa vie lui permettait de surmonter toutes les tempêtes. Malheureusement, Philia ignorait que le second prince ne l'aimait pas.
Julius pensait que Gertonia n'avait pas besoin de 2 saintes, alors il mit en place un plan pour se débarrasser de Filia. Le lendemain, Mia se promena joyeusement dans les rues avec sa nouvelle barrette. Les gens se rassemblèrent autour d'elle pour la louer et la remercier des bénédictions qu'elle leur avait apportées. Après avoir découvert le nouveau bijou, tout le monde posa des questions. Mia répondit qu'elle l'avait reçu de la personne qu'elle admirait le plus au monde. Pendant ce temps, Filia se rendait au château. En entrant, Filia fut surprise de voir Julius d'humeur plus joyeuse que d'habitude. Julius commença par la féliciter pour ses récentes réussites dans l'extermination des loups au nord-ouest. Mais il lui annonça aussi que les soldats s'étaient plaints du fait qu'elle accaparait tout leur travail. Elle demanda à Julius pourquoi il était si heureux, et Julius répondit qu'il avait une grande nouvelle. Leur fiançailles allait être annulée. Filia fut surprise et voulut en savoir plus. Julius expliqua qu'il avait décidé d'épouser Mia, qui était digne d'être l'épouse d'un prince. Ce qui préoccupait Filia, c'était de savoir si Julius en avait parlé à Mia. Julius répondit que non, mais qu'elle semblait chercher quelqu'un lors de leur dernière fête. De plus, leurs parents avaient déjà approuvé cette décision. Après avoir entendu cette proposition du prince, ils furent si heureux qu'ils souhaitaient que Filia se retire en toute amitié. Selon eux, ce pays n'avait besoin que d'une sainte comme Mia. Filia pensa que si cela rendait vraiment Mia heureuse, elle accepterait. En outre, Julius lui parla d'un autre sujet lié. Il avait peur que si Filia restait ici, Mia puisse refuser ses fiançailles avec lui. Alors, il avait vendu Filia à un royaume voisin à un prix très élevé. La sainte de ce royaume étant décédée, il fallait quelqu'un pour la remplacer. Cet accord était bénéfique pour les 2 royaumes, et Julius pensait que, lorsqu'il l'annoncerait au peuple, celui-ci en serait ému jusqu'aux larmes. Sa famille, elle aussi, bénéficiait de 30% de cette transaction. Filia était traitée comme une existence indésirable par tout le monde, et elle avait l'impression de sombrer dans les ténèbres. Elle se rappelait que son seul but avait toujours été d'être reconnue par ses parents, mais maintenant qu'on la vendait, elle se demandait si elle avait jamais été leur fille. Cette nuit-là, Filia fut emmenée sans même pouvoir dire au revoir à sa sœur. Pendant ce temps, Julius discutait de la manière d'utiliser l'argent versé par Parnacarta pour acheter la sainte. Les courtisans proposèrent d'ériger une statue en or pour afficher leur puissance. Ils visaient le trône, bien que Sa Majesté fût toujours en vie. Le grand prince s'était déjà retiré de la succession, donc le couronnement serait bientôt chose facile. Julius était heureux, pensant qu'il allait obtenir à la fois le trône et Mia. Le carrosse transportant la sainte mit plusieurs jours avant d'atteindre la frontière. Filia somnolait, indifférente à tout ce qui se passait. Elle se demanda elle-même à quoi ressemblait Parnacorta, comment y vivaient les gens. Puisqu'ils avaient payé une grande somme d'argent pour l'acheter, elle espérait pouvoir leur être utile. Elle pensait également devoir se préparer mentalement à devenir une esclave. Elle franchit la porte de cette nouvelle terre. La chose la plus surprenante fut que le jeune blond et ses hommes l'attendaient pour l'accueillir respectueusement. Il semblait qu'une nouvelle porte venait de s'ouvrir pour cette fille froide mais bienveillante. Ils conduisirent la sainte jusqu'à la capitale avec beaucoup d'enthousiasme. À l'église, les gens étaient très heureux d'accueillir la nouvelle sainte. Ils avaient préparé toutes sortes de douceurs, et leurs grands sourires déconcertèrent Filia. Elle-même n'avait jamais été traitée de cette manière auparavant, ce qui la rendit un peu étourdie. Bjorn, le chef de l'église, la remercia d'avoir fait tout ce chemin. Ils étaient également très honorés que la sainte rejoigne leur communauté. Filia n'y accorda pas beaucoup d'importance et demanda quelle serait sa mission. Bjorn répondit que sa première mission était d'assister à ce banquet. Lorsqu'elle devait manger en public, Filia choisissait de rester seule pour ne déranger personne. Elle grignotait ses légumes lorsqu'un jeune blond s'approcha pour lui demander son avis sur la salade. Selon le jugement de Filia, il s'agissait simplement de quelqu'un du groupe d'escorte, et puisqu'il déclara avoir cultivé ses légumes lui-même, elle supposa immédiatement qu'il était fermier. Cependant, Filia ignorait qu'il s'agissait du prince Oswald. Voyant l'expression vide de Filia, un ami comprit immédiatement que son Altesse ne s'était pas encore présentée. Bjorn présenta alors Oswald comme étant le second prince, et mentionna aussi le prince Richard qui venait d'arriver. Bien qu'étant prince, Oswald inclina la tête et s'excusa auprès de Filia pour l'avoir acheté comme une marchandise. C'était véritablement inacceptable. Il craignait d'avoir offensé l'honneur de Filia et espérait qu'elle comprendrait.
car ce pays avait perdu sa précédente sainte. Quand le royaume de Grotonia les avait contactés pour leur proposer une sainte, il avait ressenti cela comme un miracle. Il était naturellement triste qu'elle doive quitter sa famille, alors Oswald fit le vœu d'exaucer tous ses souhaits. Même si cela ne pourrait jamais compenser ce qu'elle avait perdu, il ferait de son mieux. Il était confiant qu'il parviendrait à faire aimer son pays à Filia pour ainsi récompenser son courage. Filia fut surprise d'entendre ces mots. Il semblait que les habitants de ce pays respectaient véritablement la sainte. Le frère d'Oswald vint également saluer la sainte et se présenter. Les deux frères témoignèrent tous deux du respect envers la sainte. Cependant, Filia comprit mal leur attitude et pensa qu'ils attendaient beaucoup d'elle, ce qui lui mit une certaine pression. Elle se promit alors de faire de son mieux. Dans l'après-midi, en traversant le quartier, Filia remarqua que les habitants ici faisaient face à de nombreuses difficultés. Ils avaient encore du mal à croire que Sainte Élisabeth était décédée. Elle avait été aimée de tout le royaume grâce à sa bonté. Tôt le lendemain matin, Filia se réveilla dans la nouvelle maison que Björn avait préparée pour elle, laquelle était 2 fois plus grande que son ancienne demeure. Son esprit était encore hanté par des souvenirs douloureux liés à sa famille, alors elle se plongea dans le travail pour oublier sa tristesse. Dans le manoir, 2 servantes personnelles étaient chargées de prendre soin de Filia. Voyant que la sainte s'était réveillée très tôt, elles lui demandèrent si tout allait bien. Filia expliqua qu'elle devait accomplir sa mission avec sérieux et leur demanda d'aider à préparer la calèche. Le royaume de Parna Corta était situé dans la région centrale, bordé par 5 autres pays et entouré de forêts et de montagnes. Cet environnement était extrêmement propice à la prolifération des monstres, et les habitants subissaient souvent des attaques. Depuis la mort de la sainte précédente, la situation s'était aggravée. Après avoir analysé la situation, Filia décida de choisir un endroit stratégique pour installer une barrière en premier. Lilia parut étonnée car elle n'avait jamais vu une sainte se lever aussitôt. Filia expliqua qu'elle se réveillait à cette heure-là chaque jour pour partir en mission, ce qui stupéfia ses 2 servantes. Leur première cible serait la chaîne de montagnes au nord, où il y avait de fortes chances de trouver de nombreux nids de monstres. À leur arrivée, l'atmosphère était extrêmement pesante. C'était un signe qu'il y avait de nombreux monstres dans les environs. D'après ses calculs, si la situation était laissée ainsi plus longtemps, une catastrophe était inévitable. Comme le nid de monstres était plus grand que prévu, elle demanda à ses 2 serviteurs de repartir. Cependant, ils refusèrent, affirmant qu'ils savaient en réalité se battre et souhaitaient qu'elle puisse se concentrer pleinement sur l'installation de la barrière. Filia les regarda alors d'un regard différent et accepta. Elle pensait que tous 2 voulaient simplement s'assurer qu'elle accomplissait bien son travail. Le majordome Leonardo avait servi plusieurs générations de saintes, tandis que c'était la première fois pour Lilia. Elle demanda à Leonardo si ériger une barrière prenait beaucoup de temps. De son côté, après avoir trouvé un bon emplacement, l'héroïne commença le rituel. La sainte avait la capacité de prier les dieux tout en invoquant des piliers de lumière pour soutenir la barrière. Dans les zones où étaient dressés les piliers de lumière, les monstres s'affaiblissaient progressivement. Et après avoir installé suffisamment de piliers, une barrière entourait l'ensemble du royaume. Normalement, il fallait une demi-journée pour ériger un seul pilier de lumière. Cela consommait également beaucoup d'énergie mentale et physique, donc il était essentiel de protéger la sainte. À peine avaient-ils terminé leur discussion qu'ils virent que le premier pilier était déjà dressé. Leonardo regarda sa montre et constata qu'il ne s'était écoulé que 30 minutes, ce qui le fit écarquiller les yeux. Filia expliqua qu'elle pensait pouvoir ériger les 7 piliers restants d'ici midi. Mais ce qui les inquiétait, c'était surtout d'où elle tirait une telle capacité. Leonardo se dit alors que le prince Oswald avait vraiment ramené une personne extraordinaire, au-delà de toute description. La scène passa à midi. Tout se déroulait comme prévu. L'air dans le royaume était devenu plus pur. Il prévoyait de rentrer au manoir pour se reposer lorsque Filia demanda à continuer à travailler un peu plus. Elle voulait rester pour étudier l'écosystème et la flore locale. Les 2 serviteurs, bien que fatigués, durent la suivre pour assurer sa protection. Même s'ils rentrèrent épuisés, ils pensaient que c'était une journée merveilleuse. En réalité, Filia aurait voulu en faire encore plus, mais elle craignait de manquer la cérémonie de prière pour la pluie organisée pour le prince. En entendant cela,
Les deux furent effrayés car cette sainte ne faisait que travailler sans aucun repos. Leonardo affirma que Filia travaillait 3 fois plus que la sainte la plus célèbre de l'histoire. Elle s'était arrêtée en ville pour discuter avec les habitants, avait élaboré une formule de médicaments dans la calèche et même conçu un plan pour un nouveau barrage. Beaucoup de ses tâches ne relevaient même pas de ses devoirs, et pourtant elle les accomplissait. Filia se sentit triste car autrefois, on l'avait critiquée pour avoir pris le travail des autres. On lui avait enseigné tout ce savoir pour qu'elle puisse faire face à toutes les situations. Leonardo insista pour que Filia se repose afin de retrouver ses forces. Filia afficha un air déconcerté, ce qui effraya Lilia comme si elle n'avait jamais entendu de telles paroles auparavant. Ils lui dirent que la santé de la sainte était plus importante que les intérêts du royaume, et ils la supplièrent de prendre du repos. Leurs paroles allaient à l'encontre de tout ce que ses parents lui avaient inculqué. Filia accepta finalement de se reposer, mais demanda au moins de pouvoir ériger une barrière dans la région sud, car le royaume était en danger. Après leur sortie, les 2 serviteurs réalisèrent que Filia avait probablement eu une vie extrêmement difficile jusqu'ici. Elle avait dû tout porter seule sur ses épaules. Une sainte aurait dû être traitée avec beaucoup plus d'égard. Ils se demandèrent alors comment le royaume de Gritonia avait pu la traiter ainsi. Quelques jours plus tard, la situation du royaume s'était stabilisée. Avec la barrière en place, le commerce prospérait à nouveau. Le peuple louait la sainte qui travaillait du matin jusqu'à tard dans la nuit pour leurs biens. Oswald fut très heureux d'entendre de tels éloges. La scène retourna ensuite à Mia. Mia avait toujours admiré sa sœur pour son pouvoir divin exceptionnel malgré son jeune âge. Elle pensait qu'en suivant l'exemple de Filia, tout irait bien pour elle. Elle alla demander à ses parents, mais ils se contentèrent de dire que c'était le souhait de Filia. Ils n'osèrent pas avouer qu'ils l'avaient vendue et même piégée. Mia comprit que sa sœur était une personne parfaite et qu'elle ne serait jamais partie ainsi de son plein gré. De là, elle déduisit que quelqu'un avait forcé sa sœur à quitter cet endroit. Mia ressentit que ces gens avaient été cruels de séparer sa sœur bien-aimée d'elle. Quelques jours plus tard, Lena et Leonardo avaient exterminé les monstres autour pour protéger Filia. Filia les remercia pour leur travail. Leonardo expliqua que c'était grâce à l'affaiblissement des monstres par l'influence de sa barrière et que, grâce à la potion qu'elle lui avait donnée, il se sentait rajeuni, ses cheveux étaient même devenus plus sombres et plus épais. La potion de Filia était vraiment efficace, mais pour elle, ce n'était qu'un remède de base. Filia examinait la carte qui surveillait l'emplacement, l'ampleur et l'intensité des attaques de monstres, lesquelles devenaient plus fréquentes récemment. Elle savait que cela était dû au fait qu'en plus du monde des humains, il existait 2 autres royaumes, le monde démoniaque et le monde céleste. Les monstres venaient du monde démoniaque et parfois, certains parvenaient à atteindre la surface. Plus il y avait de nids dans le monde démoniaque, plus les monstres attaquaient la surface. Il était temps de retourner au manoir, car la journée de travail était terminée. Lena invita Filia à sortir pour un rendez-vous. Filia avait entendu parler du concept de rendez-vous, mais n'en comprenait pas vraiment le sens. Lena lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle avait trouvé un bon guide pour lui faire découvrir la ville d'Hombourg. Ce guide se révéla être le prince Oswald. Filia se demanda pourquoi un prince en personne viendrait lui faire visiter la ville. Oswald lui répondit que c'était un honneur pour lui de l'accompagner. Le prince commença alors à lui faire visiter le marché, expliquant qu'autrefois, à cause des monstres, les habitants ne pouvaient pas sortir, mais que grâce à elle, la situation avait changé. Les gens étaient heureux et la ville se développait, tout comme lui. Oswald remercia sincèrement Filia pour tout ce qu'elle avait accompli. C'était la première fois que Filia recevait des remerciements pour avoir simplement accompli son devoir, mais elle ne comprenait pas pourquoi son cœur battait plus vite que d'habitude. Elle rencontra ensuite un homme venu de Grotonia pour demander son aide. Grâce à la sainte, l'homme avait pu sauver son commerce et lui en était profondément reconnaissant. Il demanda à son fils de saluer la sainte. Le garçon s'exécuta docilement et Filia le salua à son tour. Elle se rappela soudain que, la dernière fois, elle avait effrayé un garçon jusqu'à le faire pleurer, et elle craignit que cela ne se reproduise. Cependant, le petit garçon sourit avec éclat et remercia Filia d'avoir aidé son père. Peu après,
Un groupe de personnes l'entoura pour lui exprimer leur gratitude pour tout ce qu'elle avait accompli. Voyant cela, Oswald attrapa la main de Filia et l'entraîna à l'écart, en déclarant aux gens que, pour aujourd'hui, c'était son tour de monopoliser la Sainte. Plus tard, pour se faire pardonner de l'incident, Oswald invita Filia à déguster quelques douceurs et lui demanda quel était son dessert préféré. Cependant, Filia avait toujours mangé ce qu'on lui donnait, sans jamais avoir de préférence. Oswald la remercia ensuite pour tout ce qu'elle avait fait durant cette semaine, mais il avait aussi entendu dire qu'elle travaillait beaucoup trop et lui conseilla de se reposer, car cela faisait également partie de ses responsabilités. Filia ne comprenait pas pourquoi se reposer était considéré comme faisant partie du travail. Oswald lui expliqua alors qu'elle devait aussi prendre du temps pour elle et qu'il voulait découvrir ses goûts, ses envies, tout ce qui concernait la vraie Filia, et non seulement la sainte. Filia ne savait pas quoi répondre, car depuis son plus jeune âge, elle n'avait jamais eu le droit d'exprimer son opinion. Mais à ce moment-là, elle porta sa tasse de thé à ses lèvres et remarqua que l'arôme était doux et apaisant. Elle avoua alors à Oswald qu'elle aimait le thé, même si elle ne savait pas en parler davantage. Oswald lui demanda ensuite si elle avait un endroit où elle aimerait aller, et tous deux se rendirent à la bibliothèque, car Filia lui avait demandé la permission de consulter les livres interdits. En réalité, elle voulait y chercher une explication à l'apparition inhabituelle des monstres à Parna Corda. Avant de quitter Grittonia, Filia avait déjà observé un phénomène similaire. En comparant les ouvrages des royaumes de Grittonia et de Parna Corda, elle en déduisit que le royaume démoniaque était en train de remonter progressivement à la surface. C'était la raison pour laquelle le nombre de monstres dépassait toute norme habituelle. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque était déjà apparu à la surface, libérant des monstres en masse. Face à ce chaos, Archedom et Asmodée en avaient profité pour s'élever et semer la destruction parmi les humains et les bêtes, conduisant plusieurs royaumes au bord de l'anéantissement. Mais une sainte femme, nommée Fianna Isfil, leur fit face. Connue sous le nom de l'archi-sainte Fianna, elle érigea d'immenses barrières capables de purifier les monstres en un instant, puis parvint à séparer l'âme d'Asmodée de son corps supposément invincible. Plus tard, pour se faire pardonner de l'incident, Oswald invita Filia à manger quelques sucreries et lui demanda quel était son dessert préféré. Cependant, Filia avait toujours mangé ceux qui étaient disponibles, sans jamais avoir de préférence. Oswald la remercia ensuite pour tout ce qu'elle avait accompli durant la semaine, mais il avait entendu dire qu'elle travaillait beaucoup trop et lui conseilla de se reposer, car cela faisait aussi partie du travail. Filia ne comprenait pas pourquoi se reposer était considéré comme une partie du travail, alors Oswald expliqua qu'elle devait prendre du temps pour elle-même et qu'il voulait qu'elle partage ce qu'elle aimait. Ce qu'elle n'aimait pas également, car il voulait apprendre à connaître la vraie Filia, et pas seulement la sainte. Filia ne savait pas comment répondre, car depuis son plus jeune âge, elle n'avait jamais été autorisée à avoir sa propre opinion. Mais à ce moment-là, elle porta sa tasse de thé à ses lèvres et remarqua que l'arôme du thé était doux et relaxant. Elle dit alors à Oswald qu'elle aimait le thé, même si elle ne pouvait pas en dire beaucoup plus, car elle n'y connaissait pas grand-chose. Oswald lui demanda ensuite s'il y avait un endroit où elle aimerait aller, et tous deux se rendirent à la bibliothèque, car Filia avait demandé la permission au prince pour lire les livres interdits. En réalité, elle voulait y chercher une explication à l'apparition inhabituelle des monstres dans le royaume de Parna Corda. Avant de quitter Grittonia, Filia avait aussi été témoin d'un phénomène similaire. En comparant les livres des deux royaumes, Grittonia et Parna Corda, elle en déduisit que le royaume démoniaque était en train de remonter progressivement à la surface. C'était pour cela que l'apparition des monstres dépassait la normale. Il y a 400 ans, le royaume démoniaque avait émergé des profondeurs et des monstres s'étaient répandus partout. Face au chaos, Archedom et Asmodée en avaient profité pour s'élever et massacrer aussi bien les humains que les bêtes, détruisant presque de nombreux royaumes. Mais une femme sacrée, Fianna Isfil, réussit à les arrêter. Elle est connue sous le nom de la sainte archère Fianna. Elle créa d'immenses barrières qui purgèrent les monstres en un clin d'œil, puis sépara l'âme d'Asmodée de son corps, supposée être invincible. Oswald savait que Filia était inquiète pour sa sœur, alors il lui offrit naturellement son aide. Ainsi, Filia commença à envoyer des lettres à sa sœur.
À Gertonia, Mia ne pouvait pas accepter que Filia ait quitté le royaume sans lui en parler. Alors Mia décida d'aller voir le prince Julius, dont on disait qu'il avait pleuré tellement fort que l'océan tremblait lorsque Filia était partie. Lorsqu'elle entra dans la pièce où Julius se trouvait, elle n'arrivait pas à croire que Julius était à genoux, lui proposant le mariage avec un bouquet de roses. Mia se sentit dégoûtée. Ce salaud venait de perdre sa fiancée, et maintenant il faisait une proposition à sa sœur. À ce moment-là, Mia se rendit compte que ses parents savaient en réalité que Filia allait partir, mais ils s'en fichaient complètement, car ils avaient prévu de la marier à Julius. Mia ne pouvait pas le croire, mais si elle voulait découvrir la vérité, elle devait faire en sorte que le prince lui avoue la vérité. Elle choisit donc de paraître faible et dit doucement qu'elle avait besoin de plus de temps pour réfléchir à la proposition. Elle fit cela car elle savait qu'elle ne pouvait pas encore s'opposer ouvertement à Julius, alors elle baissait temporairement sa garde pour obtenir des informations. À partir de ce jour, Mia commença à enquêter seule. Dans le bureau de son père, elle trouva les plans de la nouvelle maison et une série de contrats. Dans la chambre de sa mère, il y avait d'innombrables bijoux neufs. Elle tenta de réprimer sa colère lorsque Julius parlait mal de sa sœur et continua patiemment à accomplir ses devoirs de sainte. Elle se rendit compte que le nombre de monstres avait considérablement augmenté depuis que Filia était partie. Quelques jours plus tard, une lettre de Filia pour Gritonia arriva, mais elle fut brûlée par les parents de Mia. Le lendemain, Mia se rendit au palais et entendit accidentellement 2 hommes bavarder, disant que Markin Hauer, son père, était une personne très rusée. Il s'était associé au prince pour vendre Filia contre une somme d'argent énorme. Les hommes parlaient aussi avec pitié de Filia, car bien qu'elle puisse sembler difficile à approcher à leurs yeux, elle ne méritait pas d'être trahie par ses propres parents et son fiancé. Mia fut choquée. Tout était clair. Ils avaient vraiment trahi sa sœur, même si elle avait essayé de croire que ses parents étaient de bonnes personnes auparavant. Mais en réalité, la façon dont ils traitaient Filia avait toujours été injuste. C'était juste que Mia avait ignoré la vérité par peur. Maintenant, des larmes coulaient sur son visage. Elle sanglotait et s'excusait auprès de sa sœur de ne pas avoir réalisé à quel point le monde dans lequel vivait Filia était cruel. Quelque temps plus tard, Julius appela à nouveau Mia pour lui demander sa réponse à la proposition. À ce moment-là, Mia lui posa à nouveau des questions sur Filia. Julius continua à inventer des histoires, prétendant que Filia avait rompu les fiançailles et était partie. Il continua à diffamer Filia et Mia n'en pouvait presque plus. Mais elle sourit calmement et dit qu'elle acceptait la proposition. Julius était heureux, mais il ne savait pas que le plan de Mia était de le rendre heureux et qu'elle allait le trahir parce que ce salaud méritait d'être puni. Mia est assise seule dans ses quartiers, la lumière vacillante d'une bougie à ses côtés, écrivant une lettre adressée à Filia. Elle implore de l'aide, évoquant l'augmentation des apparitions de monstres et le danger qui plane désormais sur le royaume. Elle mentionne également le prince, mais à mesure que ses pensées s'égarent, ses mots glissent vers des réflexions plus personnelles. Frustrée, elle froisse la lettre et recommence, ses pensées embrouillées au milieu d'une phrase. L'encre de sa plume s'étale sur la page sous la pression de sa main. Mia se demande pourquoi Filia ne lui a pas encore envoyé la moindre lettre. Si Filia avait remarqué les anomalies qui frappent le royaume, n'aurait-elle pas déjà offert ses conseils? Un espoir silencieux naît en elle, que l'absence de nouvelles ne soit pas due à des ennuis touchant Filia elle-même. À Parnacorta, la capitale est animée d'une vive anticipation. Les citoyens se rassemblent autour des cours du palais, où Filia doit accomplir l'ancien rituel de protection. Le roi décide que c'est le moment idéal pour présenter la nouvelle sainte au peuple. Le prince Oswald juge cette présentation superflue, malgré la popularité fulgurante de Filia acquise par ses efforts constants et son œuvre divine. Mais Filia, calme et sereine, ne se soucie guère des formalités. Soudain, le prince Rétrode arrive, reconnaissant les efforts inlassables de Filia pour le royaume. Il déclare que c'est la meilleure décision qu'il ait jamais prise, bien qu'il se soit autrefois opposé à Oswald à ce sujet. Filia reste silencieuse, son esprit déjà tourné vers le rituel à venir. Avant qu'elle ne parte, le prince Oswald lui confie sincèrement la protection du royaume. Sans un mot, Filia se dirige vers sa position légitime.
La foule l'observe, mêlant inquiétude et admiration dans leurs regards. En marchant, elle songe à la bonté des habitants de Parna Corta. Bien qu'elle n'ait pas choisi d'être ici, elle fait silencieusement le vœu de protéger le royaume et son peuple. À cet instant, elle comprend qu'au-delà des circonstances, elle souhaite ardemment rester et servir en tant que leur sainte. Filia s'agenouille, joignant ses mains dans une prière sincère pour la protection du royaume. Une douce lueur l'enveloppe, grandissant peu à peu jusqu'à ce qu'elle rayonne d'une lumière divine, presque semblable à celle d'une déesse. Le peuple, émerveillé, contemple les éclats de lumière qui scintillent autour d'elle, projetant une aura envoûtante. Sa prière s'intensifie et les piliers entourant le royaume vibrent d'une puissance nouvelle. Du sol s'élève une barrière translucide qui entoure Parna Corta, protégeant le royaume contre toute menace maléfique. Le peuple, stupéfait, reste silencieux, incapable de croire ce qu'il voit. Le royaume est désormais enveloppé dans une force impénétrable. Filia poursuit sa prière jusqu'à ce que le grand cercle de purification s'active, faisant apparaître un ancien symbole dans le ciel. Puis, lentement, elle se relève, son souffle court mais régulier. Elle se tourne vers le peuple, son attitude calme, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Le rituel est achevé. Soudain, une entité démoniaque surgit dans l'esprit de Filia, sa voix sombre et sinistre. Elle lui murmure qu'elle l'a enfin trouvé. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, la foule commence à l'entourer, l'acclamant et la félicitant pour le succès du rituel. Tout le royaume est émerveillé par ses actions. Plus tard dans la journée, Lena flâne dans les rues, savourant la paix que Filia a apportée à Parna Corta. Au fil de sa promenade, des habitants viennent à sa rencontre, les bras chargés de présents. Légumes, fruits, œufs, pâtisseries, écharpes tricotées, produits cosmétiques et même des fleurs. Chaque cadeau est offert avec un message sincère. C'est pour Filia. Les habitants du royaume témoignent leur profonde gratitude pour tout ce qu'elle a accompli, exprimant leur reconnaissance de la manière la plus authentique qui soit. Arrivant à la maison de Filia, Lena, épuisée par sa marche, est surprise de la voir à nouveau occupée au travail. Bien qu'elle soit désormais déchargée de ses devoirs de sainte, Filia n'a rien trouvé pour occuper son temps. Lena la presse de se reposer, mais Filia ne sait tout simplement pas comment faire. Elle n'a aucun passe-temps, rien pour combler ce vide. Lena propose une promenade, mais elle sait elle-même que cela provoquerait une agitation. Les habitants accouraient pour la voir. Filia avoue également ne rien connaître au jardinage ni à la pêche, ce qui réduit encore ses possibilités. Après un moment de réflexion, Lena a une idée. Filia aime lire. Elle lui suggère donc de s'y consacrer davantage. Lorsque Lena évoque les romans d'amour, Filia affiche une expression confuse. Elle n'en a jamais lu. Ses lectures ont toujours été centrées sur ses fonctions sacrées. Filia exprime une certaine indifférence envers l'amour, non par rejet, mais parce qu'elle n'a jamais eu l'occasion de découvrir ce sentiment. Un instant, son esprit dérive vers le prince Oswald, mais elle repousse rapidement cette pensée. Déterminée à l'aider, Lena lui prête sa collection de romans d'amour, impatiente de voir si Filia les appréciera. Soudain, la porte s'ouvre et le prince Oswald entre, escorté par Leonardo. Lena le salue chaleureusement et il exprime son souhait de parler avec Filia. Il décide de se rendre dans un endroit tranquille pour partager un thé et quelques douceurs. Avant d'aborder la véritable raison de sa visite, Oswald ressent le besoin d'éclaircir un point évoqué précédemment par son frère. Il sait que Filia préfère peut-être ne pas revenir sur ce sujet, mais il insiste pour s'expliquer. Oswald lui confie que ce n'est pas qu'il ne voulait pas d'elle à Parna Corta. C'est plutôt la manière dont elle a été amenée ici qui l'a profondément troublé. Acheter une sainte d'un autre royaume lui semblait profondément injuste, comme si elle avait été traitée comme une simple marchandise. Il admet que lui et son frère ont tous deux perdu leur sang-froid à ce sujet, mais il tient à ce qu'elle sache qu'il est sincèrement heureux de sa présence dans leur royaume. Ses sentiments envers elle sont authentiques. Avant qu'ils ne puissent continuer leur conversation, Leonardo les interrompt, rappelant à Oswald la véritable raison de sa visite. Oswald demande alors à Filia si elle accepterait de devenir tutrice pour une personne dans le besoin. Au dîner, Filia évoque l'offre de tutorat, incertaine d'être adaptée à ce rôle. Lena l'encourage vivement,
affirmant qu'elle serait parfaite pour cela. Bien que la future sainte soit plus jeune, Léna pense qu'il serait bénéfique pour Filia d'avoir de la compagnie dans ses devoirs sacrés. En entendant cela, Filia ne peut s'empêcher de penser à sa sœur, Mia. Elle n'a toujours pas reçu de réponse à la lettre qu'elle lui a envoyée. Voyant son inquiétude, Lénard promet de vérifier si le messager a bien livré la lettre en Gertonia. Filia, reconnaissante, le remercie tout en dégustant son repas, commentant à quel point il est délicieux. Léna et Lénard sont visiblement ravis de ce compliment. À son arrivée à Parnacorta, Filia était souvent silencieuse et réservée. Mais désormais, alors qu'elle commence à exprimer ses pensées plus librement, ils remarquent tous deux ce changement. Leonardo, qui prépare ses repas depuis quelque temps, ressent une grande fierté en entendant ses éloges. Cependant, il ne s'attribue pas tout le mérite. Tout ce qui est sur la table de Filia, les plats, les pâtisseries, même les fleurs, a été offert par les habitants de Parnacorta, en témoignage de leur profonde admiration. Alors qu'elle mange en silence, Filia réfléchit à tout ce qu'elle a vécu depuis son arrivée. Elle a découvert des expériences qu'elle n'avait jamais connues en Gertonia. Pour cela, elle est profondément reconnaissante envers les habitants, ainsi qu'envers Léna et Lénard, qui l'ont soutenue depuis le début. Pendant ce temps, en Gertonia, Mia dîne avec le prince Julius lors d'un somptueux banquet. Il lui sourit et lui promet des repas aussi luxueux chaque jour après leur mariage. Mia hoche la tête avec un sourire poli, dissimulant ses véritables sentiments. Cette même nuit, Léna fait irruption dans la chambre de Filia, porteuse d'une nouvelle excitante. Mia a enfin écrit une réponse. Filia saisit la lettre avec empressement, mais à mesure qu'elle parcourt les lignes, son expression change rapidement. Mia écrit qu'elle n'a jamais reçu de message de sa part, confirmant ainsi que la lettre envoyée n'est jamais parvenue à destination. Cela est d'autant plus troublant que le messager de Parnacorta avait juré l'avoir livrée à leur maison en Gertonia. Filia soupçonne immédiatement que ses parents ont détruit la lettre avant qu'elle n'atteigne Mia. Ils sont résolus à couper tout lien entre elle et sa sœur. Voyant son découragement, Léna et Léonard proposent rapidement une solution. Ils présentent à Filia une personne qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant, Imari, une silhouette discrète qui descend silencieusement du plafond. À la grande surprise de Filia, Imari est l'une de ses gardes personnelles, assignée pour la protéger en secret. Elle a toujours été proche, dissimulée derrière les arbres lors des rituels sacrés de Filia. Mêlée à la foule lors de la cérémonie d'accueil, Filia ne l'avait jamais remarquée, mais maintenant tout devient clair. Imari est une ninja, formée à rester invisible. Avec l'aide d'Imari, Léna est persuadée qu'ils pourront cette fois faire parvenir une lettre à Mia en toute sécurité. Bien que Filia n'ait jamais rencontré de ninja auparavant, ses études lui ont appris beaucoup sur eux. Léonard transmet ses inquiétudes à Imari, qui les écoute avec calme et sérieux. Pour atteindre Gertonia, Imari devra traverser des terres dangereuses infestées de monstres. Malgré cela, elle rassure Filia. Elle est pleinement équipée et formée par le royaume pour servir et la protéger. Elle est prête à risquer sa vie pour la cause de la sainte. Touchée par sa détermination, Filia accepte de lui confier la lettre destinée à Mia, à une seule condition. Si un danger survient en chemin, Imari devra en priorité protéger sa propre vie et battre en retraite. Cependant, si elle juge possible de parvenir jusqu'à Mia sans se mettre en péril, elle devra livrer la lettre et assurer la protection de sa sœur à tout prix. Imari s'agenouille alors, acceptant la mission de Filia avec une profonde dévotion. Pendant ce temps, en Gertonia, Mia se tient au cœur de la forêt, érigeant les piliers sacrés nécessaires pour former une barrière autour du royaume. Derrière elle, les soldats l'applaudissent, impressionnés par sa rapidité et son engagement en tant que sainte. Certains murmurent même des comparaisons flatteuses avec Filia, affirmant que Mia est supérieure. Mais Mia connaît la vérité et trouve leurs propos presque risibles. Certes, elle peut invoquer les piliers plus rapidement que sa sœur, mais c'est là son unique avantage. 6 barrières sont bien plus faibles, presque fragiles, comparées aux boucliers puissants et durables de Filia. Une horde de monstres suffisamment puissante pourrait aisément les briser, à moins qu'elle ne superpose plusieurs couches de protection. Cette méthode, bien que plus efficace, est aussi beaucoup plus longue et épuisante. Perdue dans ses pensées,
Mia se retrouve soudainement face à une grande nuée de monstres bloquant son chemin. Les soldats derrière elle crient de panique, mais aucun n'ose bouger, paralysé par la peur. Seule, Mia s'avance et lance un puissant sort, libérant une onde d'énergie à travers la horde qui approche. Pourtant, malgré ses efforts, d'autres monstres surgissent, bien plus nombreux que prévu. Quelque chose d'anormal est en train de se produire. Sans hésiter, elle incante de nouveau le même sort, y insufflant encore plus d'énergie. Haletante, Mia se retourne pour constater que les soldats ont disparu. Ils se sont dérobés pendant qu'elle combattait, la laissant seule face à la menace, comme si c'était elle qui devait les protéger. Épuisée, Mia s'effondre, manquant de peu de toucher le sol, jusqu'à ce qu'une main la rattrape. C'est Imuri, déguisée en homme sous une cape à capuche. Elle commente la fatigue de Mia et lui tend doucement un mouchoir. Alors que Mia l'accepte, quelque chose glisse, une lettre pliée, dissimulée dans le tissu. Ses yeux s'écarquillent. Elle reconnaît aussitôt l'écriture de sa sœur, Philia. Surprise, Mia interroge rapidement Imuri au sujet de sa sœur. Imuri la rassure. Philia est en sécurité et se porte bien. Elle explique que les habitants de Parnacorta chérissent profondément Philia, lui offrant tout le soutien dont elle a besoin. C'est d'ailleurs pour cela qu'Imuri a été envoyé, pour remettre cette lettre et s'assurer que Mia va bien. Mia serre la lettre contre son cœur, une vague d'émotion la submergeant. Savoir que sa sœur est enfin dans un lieu où elle est aimée et reconnue lui apporte un immense soulagement. Avant qu'elle ne puisse échanger davantage, les soldats finissent par revenir, appelant Mia pour s'assurer qu'elle n'a rien. Imuri se prépare à partir, mais Mia la retient. À voix basse, elle lui dit qu'elle laissera sa porte entr'ouverte cette nuit, l'invitant à venir parler davantage de Philia et de la lettre. Imuri acquiesce en silence avant de disparaître dans la forêt. Cette nuit-là, Mia, vêtue de sa robe de nuit, voit soudain une silhouette descendre discrètement du plafond. C'est Imuri. Surprise au début, Mia comprend vite qu'il s'agit d'elle. Imuri explique qu'elle a utilisé le plafond pour éviter de réveiller les gardes et a réussi à entrer sans être vue. Son déguisement d'homme, plutôt, était également nécessaire pour rester discrète sur le terrain. Mia, qui avait déjà relu la lettre plusieurs fois avant l'arrivée d'Imuri, sent une émotion particulière l'envahir. Dans sa lettre, Philia raconte tout ce qu'elle a accompli à Parnacorta ces derniers jours. Mia ressent une pointe d'envie. Elle aurait tant aimé assister au rituel Inchik exécuté par sa sœur. Imuri confirme à voix basse que c'était un spectacle grandiose. Pourtant, malgré son admiration, un poids commence à peser sur Mia. Elle sait qu'elle devra elle aussi maîtriser ce même rituel pour protéger son propre royaume. Mais au fond d'elle-même, le doute s'installe. Peut-elle vraiment l'accomplir avec autant de force et de grâce que Philia ? Le sort de Jartonia pèse également sur l'esprit de Mia. Avec le prince Julius désormais au pouvoir, son narcissisme et ses décisions égoïstes freinent toute tentative de changement. Tandis que Mia lui confie ses craintes, Imuri se rappelle des ordres de Philia, protéger sa sœur à tout prix. Déterminée, Imuri propose une solution. Si Mia souhaite vraiment s'échapper, elle peut l'emmener à Parnacorta sans difficulté. Là-bas, elle serait en sécurité, auprès de Philia, loin des pressions de la cour de Jartonia. Mia hésite, mais à la simple idée de revoir sa sœur, quelque chose en elle s'éveille. Après tout, elle n'a plus vraiment de raison de rester ici. Le royaume a trahi Philia autrefois, l'abandonnant à son sort. Julius était heureux, sans savoir que le plan de Mia était précisément de le rendre heureux, pour mieux le trahir ensuite, car ce salaud méritait d'être puni. Le lendemain, à Parnacorda, une femme descendit de la calèche. C'était la sainte du royaume de Balmarn, nommée Grace Matilas. Grace était extrêmement excitée à la vue de Sainte Philia, qu'elle admirait depuis longtemps. Pour elle, avoir l'honneur d'apprendre auprès de la plus grande sainte de tous les temps relevait du rêve devenu réalité. Philia, de son côté, était un peu déconcertée par tant d'enthousiasme. Auparavant, Oswald avait demandé à devenir le précepteur d'une autre sainte, une jeune fille issue de la famille Matilaz, les saints du royaume de Balmarn. La famille Matilas avait produit des saints depuis de nombreuses générations. Parnacorda entretenait des liens étroits avec la famille royale de Balmarn. La famille Elcran, qui avait donné des saints à Parnacorda, descendait en réalité de la lignée des Matillas. Leurs royaumes étant géographiquement proches, les contacts entre Parnacorda et les Matillas étaient fréquents.
Récemment, un message avait été envoyé à Parnacorda. La famille Matilas souhaitait que leur 4e fille, Grace, y apprenne la magie de purification auprès de Philia. Philia avait bien compris la situation et avait accepté de devenir la tutrice de Grace. Le majordome de Grace, Arnold, présenta ses excuses à Philia pour le comportement excessivement enthousiaste de sa maîtresse. Il expliqua que Lady Grace vouait une grande admiration à Philia. Elle s'entraînait chaque jour avec acharnement dans l'espoir de devenir une sainte comme elle. Il demanda à Philia de pardonner son manque de retenue, supposant qu'elle avait été quelque peu submergée par l'intensité de la jeune fille. Les paroles d'Arnold plongèrent Grace dans une profonde gêne. Elle déclara à Philia que, bien qu'elle sache ne pas être encore expérimentée, elle espérait que Philia lui enseignerait tout ce qu'elle pouvait. La vie au manoir promettait donc de devenir bien plus animée dans un avenir proche. Brian demanda à Philia si elle était vraiment sûre de vouloir enseigner le grand cercle de purification à une personne venue d'un autre royaume. Philia répondit que ce n'était pas un secret bien gardé. Cependant, cela nécessitait des connaissances en rituels anciens, que tout le monde ne possédait pas. En vérité, le grand cercle de purification ne demandait pas de dons particuliers. Ce qu'il exigeait réellement, c'était du savoir et de la perception. Pour la partie théorique, l'élève devait maîtriser la langue ancienne. Sans cela, il était impossible d'utiliser le grand cercle de purification. Philia aurait aimé au moins lui enseigner cette langue ancienne avant d'être vendue. Il semblait que la famille Matilas avait intégré l'étude de cette langue à leur formation. Donc, si Grace avait suffisamment étudié, elle pourrait peut-être apprendre rapidement le grand cercle de purification. Le cours commença. Grace était ravie et avait hâte de débuter. Philia expliqua que pour exécuter les anciens rituels, 2 éléments étaient nécessaires, le savoir et la perception. Tout d'abord, Grace devait connaître la langue ancienne, ce que Philia pensait qu'elle avait étudié, du moins en partie. Le second élément était la perception. Elles allaient s'exercer à ressentir l'énergie magique naturelle nécessaire aux rituels anciens, appelés mana. Grace ignorait ce qu'était le mana. Elle n'en avait même jamais entendu parler. Philia lui expliqua que, normalement, lorsqu'on lance un sort, on utilise l'énergie magique contenue dans notre propre corps. C'est ce que l'on appelle l'ode. En revanche, la magie provenant du monde naturel se nomme mana. De nombreux rituels anciens, comme le grand cercle de purification, étaient si vastes qu'il était difficile de les exécuter uniquement avec sa magie intérieure. C'est là que le mana intervenait. Il permettait de combler ce manque. Le premier défi consistait donc à apprendre à percevoir le mana. Grace était fascinée par cette nouvelle découverte. Philia lui demanda de commencer par se tenir à l'extérieur, de sentir la chaleur du soleil, d'écouter le bruissement des arbres. Elle lui dit de laisser son corps s'harmoniser avec la nature, de sentir la force du monde naturel couler à travers elle. Philia était convaincue que c'était la manière la plus rapide pour Grace d'apprendre à percevoir le mana. Grace s'y essaya aussitôt. La voir s'appliquer ainsi rappela à Philia sa propre période d'apprentissage. Les larmes aux yeux, Grace lui avoua que c'était trop difficile. Elle ne parvenait pas à percevoir la moindre trace de mana. Elle sentait bien que la nature recelait une force, mais elle n'arrivait pas à s'y connecter. Philia lui répondit que c'était déjà très bien. Ce sentiment, aussi faible soit-il, prouvait que Grace avait en elle la capacité de percevoir le mana. Elle lui dit d'aiguiser ce sens, et qu'avec le temps, elle serait capable d'interagir avec cette force. Philia pensa alors à un autre moyen d'aider Grace à progresser plus rapidement. Elle fit apparaître une lumière et expliqua que cette lueur rayonnante était du mana. Elle pensait qu'un repère visuel comme celui-ci aiderait Grace à mieux en saisir l'essence. Grace trouva que Philia était magnifique, semblable à un ange. Elle lui confia que son livre, Asterisk Treat is His Unscented Asterisk, désormais publié à travers le continent, était pour elle une sorte de Bible personnelle. Philia avait oublié qu'elle avait un jour publié ce livre. Au départ, elle avait refusé plusieurs fois, estimant que cela ne relevait pas de ses devoirs de sainte, mais elle avait fini par accepter. Ce n'était qu'un recueil de réflexions tirées de son expérience en tant que sainte et de ses études générales. Elle ne pensait pas qu'il y ait là quoi que ce soit de méritoire. Pourtant, Grace lui dit que ses écrits l'avaient aidée à traverser ses moments les plus sombres. Elle était la 4e fille d'une famille remplie de saints,
Et pourtant, elle ne possédait aucun talent remarquable. Elle n'avait pu supporter les entraînements rigoureux que grâce à Asterisk Treat is his unsainthood Asterisk, dont les enseignements l'avaient profondément touchée. Ainsi, elle avait toujours rêvé de rencontrer Sainte Filia pour lui dire merci. Merci d'être devenue une sainte et merci d'avoir écrit ces livres. Filia se rappela alors que sa mère avait qualifié son livre de Astérisque sottise astérisque, une œuvre honteuse. Le prince Julius, lui, avait dit que ce n'était que de l'autosatisfaction et avait fait cesser sa publication. Filia resta silencieuse, plongée dans ses pensées. 16 livres n'étaient plus diffusés à Gertonia. Le monde dans lequel elle avait vécu l'avait rejetée à chaque tournant, et peu à peu, elle avait fini par croire que c'était normal. Elle avait même regretté d'avoir jamais écrit quoi que ce soit. Mais à présent, elle comprenait que le monde qu'elle avait connu était si étroit, si limité. Elle dit alors à Grace de faire une petite pause. Pendant qu'elle prenait le thé, Grace apprit qu'elle était la toute première élève de Filia, ce qui la remplit d'un profond honneur. Elle ajouta que les explications de Filia étaient d'une clarté remarquable et qu'elle se sentait incroyablement motivée chaque fois que Filia la félicitait. Filia se souvint que Lena avait dit quelque chose de très semblable un jour. Elle expliqua qu'elle ne faisait qu'imiter sa propre maîtresse, l'ancienne sainte de Gertonia. Elle s'appelait Hildegarde Adenauer et c'était la sœur aînée de son père. Elle était très sévère. Le mot que Filia utilisait pour la décrire était « astérisque impitoyable astérisque ». Un jour, elle l'avait abandonnée seule sur une montagne en plein hiver pour lui apprendre à survivre. Un autre jour, elle l'avait enterrée seule dans un désert. Elle l'avait même forcée à s'allonger sur un lit d'aiguille pour perfectionner sa maîtrise magique. C'était une éducation d'une dureté extrême. Grace pensa que cela allait bien au-delà de la simple rigueur. Elle pensait qu'il devait bien y avoir une raison pour laquelle Hildegard avait été si sévère avec Filia. Filia se souvenait qu'Hildegard lui avait un jour confié qu'elle avait toujours eu une relation difficile avec les parents de Filia et que, puisque Filia leur ressemblait tant, ils l'avaient naturellement détestée. C'est pourquoi Hildegard s'était efforcée de rendre Filia forte afin qu'elle puisse se relever, peu importe ce que la vie lui ferait subir. Filia s'en voulait de n'avoir compris quelque chose d'aussi important qu'après avoir quitté le royaume. Au fond d'elle-même, elle avait envie d'envoyer une lettre d'excuse à son ancienne maîtresse. Filia s'était également mise à lire des romans d'amour et posait souvent des questions à Lena sur les comportements des personnages qu'elle ne comprenait pas. C'est alors que Leonardo entra et lui annonça qu'elle avait reçu une lettre d'Imari. Dans cette lettre, Imari lui apprenait qu'elle avait réussi à remettre la lettre de Filia à Mia. Leonardo informa ensuite Filia que la calèche qu'elle avait demandée était prête pour que Grace puisse aller se recueillir sur la tombe d'Élisabeth, l'ancienne sainte de Parnacorda, et aussi la cousine de Grace. Élisabeth était née avec une santé fragile, ce qui avait toujours inquiété son père. Soudain, Rickert apparut, tenant un bouquet de fleurs pour rendre hommage à Élisabeth. Ils avaient été fiancés autrefois. Il avait toujours aimé cette fleur, la frisia dorée. Il avait voulu lui offrir quelque chose de plus somptueux, mais elle lui avait dit que le parfum de cette fleur lui rappelait lui. Filia n'avait jamais su comment réagir à cela. Elle n'était pas douée pour lire les émotions, mais même elle pouvait voir qu'il aimait encore Élisabeth. Grace en fut très surprise. Elle ne s'attendait pas à rencontrer le prince héritier Riker, dont on disait qu'il était extrêmement occupé par les affaires royales. Filia, elle, se mit à réfléchir. Jusqu'à présent, elle avait toujours cherché à obtenir l'amour des autres. Mais s'était-elle déjà demandé si elle avait essayé d'aimer quelqu'un, elle-même? Le lendemain, alors que Filia lisait, Lena vint lui demander une faveur, livrer quelque chose pour elle. Lorsque Filia arriva à destination, elle réalisa que le colis était destiné au prince Oswald. Oswald fut surpris de la voir là. Filia avait l'intention de déposer l'objet et de repartir aussitôt, mais Oswald l'invita à déjeuner avec lui. Elle trouva le repas délicieux et le jardin magnifique. Il entretenait tout lui-même, sans aucune aide. Oswald sentit que Filia mourait d'envie de lui demander pourquoi il faisait tout cela. Il expliqua qu'il n'avait aucun intérêt pour le trône. Mais malgré ses sentiments, les nobles l'entourant avaient formé des factions et poussé à sa succession. Il ne le supportait pas. Il aimait son royaume et sa famille. Alors, il avait choisi de jouer le rôle du fils paresseux et indigne, qui ne méritait pas d'être mêlé à la politique.
et l'affaire fut classée. Filia pensa qu'Oswald était une âme généreuse, profondément attachée à sa famille. Elle lui raconta qu'elle avait croisé le prince héritier Rickert au cimetière, la veille. Oswald fut surpris d'apprendre que son austère frère aîné avait été si éperdument amoureux d'une femme. Pourtant, Rickert n'avait pas réussi à la sauver. Quel genre de futur roi est incapable de protéger la femme qu'il aime? Il lui avait dit que Rickert se punissait en s'immergeant complètement dans ses fonctions. Oswald ajouta que parfois, les gens avaient simplement besoin de temps pour faire leur deuil. C'était frustrant de ne rien pouvoir faire d'autre qu'attendre que les blessures de Rickert guérissent. Il pensait que son frère aurait bien besoin d'un passe-temps pour lui changer les idées. Il demanda à Filia si elle avait déjà ressenti cela. Filia pensa soudain à Mia et à toutes les personnes qui l'avaient aimée et soutenue. Elle avait toujours cru qu'en tant que sainte, elle devait réprimer tout désir personnel et se consacrer entièrement à la prospérité du royaume. Mais en réalité, elle avait seulement voulu rendre ses parents heureux. Elle pensait que si elle n'arrivait pas à les satisfaire, à être reconnue, à être aimée par eux, alors tout ce qu'elle ferait serait vain. C'était la seule chose qu'elle avait été capable de voir. Mais à présent, elle commençait enfin à comprendre qu'il y avait autour d'elle beaucoup de personnes dont elle avait illuminé la vie. Oswald lui dit qu'elle avait accompli un travail admirable. « Si tes parents refusent de te reconnaître, dit-il, alors moi je reconnais tout ce que tu as fait, à leur place. » Il crut avoir été trop loin dans ses paroles, mais Filia répondit « Pas du tout. J'ai toujours attendu d'entendre ces mots. Merci du fond du cœur. » Dans les jours qui suivirent, Grace continua de s'exercer à percevoir le mana. Arnold l'observait pour pouvoir faire un rapport à son père. Grace lui demanda de dire à son père d'arrêter de la traiter comme une enfant. Elle avait déjà 15 ans et elle aidait aussi les habitants de ce royaume. En entendant cela, Filia se rappela soudain quelque chose lié aux anciens rituels. Elle écourta la leçon du jour et retourna en hâte au manoir. Pendant ce temps, Rickert convoqua Oswald pour discuter d'une affaire importante. Le royaume de Gertonia venait de demander le retour de Sainte Filia. Le lendemain, Mia informa Julius que le royaume des démons était en train de s'élever et menaçait le royaume. Julius constata qu'elle avait évalué les dégâts potentiels et élaboré un plan pour déployer l'armée. Cependant, il n'était pas satisfait d'elle parce qu'il ne faisait pas confiance à ce rapport. Hier, Emery l'avait invitée à fuir le royaume, mais elle avait choisi de rester parce qu'elle voulait se venger de l'homme qui avait vendu sa sœur. Julius commença à exprimer son mécontentement envers Mia, disant qu'elle adoptait de mauvaises habitudes, tout comme sa sœur. Il lui dit de rester à sa place car la politique était un domaine réservé aux hommes. Il considérait comme une proposition scandaleuse de dépenser de l'argent et des ressources militaires sur une rumeur qui ne se réaliserait peut-être qu'une fois tous les quelques centaines d'années. « Ces choses coûtent de l'argent, tu sais. » Mia répondit qu'ils pouvaient utiliser l'argent de compensation qu'ils avaient reçu lorsqu'ils avaient envoyé sa sœur à Parnacorta. Il expliqua qu'il avait déjà dépensé la majeure partie de cet argent pour une gigantesque statue en or de la famille royale de Gertonia qui serait dévoilée lors de l'anniversaire de la fondation du pays. Il promit qu'il ferait bientôt une statue en or d'elle aussi. Mia, avec une expression en colère, murmura que le royaume était peut-être vraiment condamné. Soudain, le roi entra. Après être tombé malade, il était resté dans sa chambre et rencontrait rarement quelqu'un. Le roi demanda immédiatement à Mia si les rumeurs sur l'approche du royaume des démons étaient vraies. Mia confirma au roi que c'était tout à fait vrai. Bientôt, cet endroit deviendrait une terre de démons, ne convenant plus aux humains. Julius dit au roi qu'elle n'était qu'une femme et qu'il n'avait pas besoin de l'écouter. Le roi dit à Julius de se taire, affirmant que personne ne connaissait mieux les monstres qu'une sainte. Il était furieux que Julius ait envoyé Filia dans un autre royaume sans sa permission. « Et maintenant, tu comptes ignorer les conseils de Mia aussi ? Imbécile !» Mia soupçonna également que vendre Filia avait été entièrement l'idée du prince. Julius expliqua que c'était la volonté de Filia, qu'elle avait insisté pour partir aider les royaumes pauvres. Le roi rejeta son explication et dit qu'en tant que fiancé de Filia, Julius aurait dû l'en empêcher. La quinte de tout du roi revint violemment, mais le médicament de Filia était déjà épuisé. Il ne restait plus que le médicament préparé par le médecin du palais. Mia dit qu'avant de partir, sa sœur avait laissé la recette du médicament pour le roi, mais les soldats dirent qu'elle avait disparu. Mia comprit immédiatement le problème.
Julius avait envoyé Filia au loin parce qu'il complotait de tuer le roi et de prendre le trône rapidement. Le roi retourna dans sa chambre pour se reposer. Julius dit à Mia d'avoir un peu plus de foi en les forces de Guertonia. Il était certain que partout où elle protégeait serait l'endroit le plus sûr du monde. Filia constata que Julius ignorait complètement l'avertissement précédent du roi. Mia fit semblant de dire qu'elle avait très peur si cela arrivait et qu'elle voulait qu'il l'accompagne pour la mission du lendemain. Le lendemain, Julius cria de panique en voyant les monstres. Le plan de Mia était d'amener Julius en première ligne, là où l'influence du royaume démoniaque se faisait de plus en plus forte et où il était devenu courant de voir plusieurs groupes de monstres à la fois. Maintenant qu'il les avait vus de ses propres yeux, il allait devoir se rendre compte que son royaume était en très mauvais état. Julius fit semblant d'avoir mal au ventre et dit qu'il allait retourner au palais. Mia lui demanda s'il comprenait que le danger était dû à son incompétence. Julius répondit que ce n'était pas du tout dangereux. Elle et les soldats d'élite de Guertonia faisaient un excellent travail. Mia se demanda si ce type était aveugle ou quoi, et il expliqua qu'il n'avait pas du tout peur. Il avait vraiment mal au ventre et voulait simplement rentrer chez lui. Mia lui dit qu'il ne pourrait pas partir dans cette situation. Si nous ne faisons rien, tout le royaume sera bientôt envahi de cette manière. Imagine seulement un monde où même la capitale ne serait plus sûre. Il ne voulait pas recevoir d'ordre d'une femme et demanda si Mia essayait d'imiter Filia. « Tu ne devrais pas être comme ça, tu devrais simplement rester en arrière et sourire. Ou bien tu veux m'humilier comme Filia l'a fait ?» Mia y pensait depuis un moment. Il semblait que Julius avait une sorte de complexe d'infériorité par rapport à Filia. Il poussa Mia vers les monstres et se cacha derrière elle, ce qui la dégoûta profondément. Il criait de peur, répétant qu'il ne voulait pas mourir. Comme il était un prince, Mia ne pouvait pas le laisser mourir ici. Elle vainquit les monstres, et le ciel s'éclaircit à nouveau. Julius marmonna que ce n'était pas de sa faute. « Tout est à cause de Filia. Elle nous a abandonnés. » Il dit qu'il allait la rappeler et qu'elle détruirait tous ces monstres. Mia répondit que Parnacorta ne rendrait pas Filia, même s'il payait le double. Julius ricana et dit que Filia ne valait pas autant. Elle savait seulement ériger des barrières ordinaires. Il demanda à Mia « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ces derniers temps ? Tu n'as pas besoin d'essayer d'être comme elle. Tu vas être ma femme un jour. Contente-toi de faire ton devoir en silence. » Mia comprit que, peu importe ce qu'elle faisait, il ne parvenait pas à saisir la gravité de la situation. Le royaume démoniaque approchait, et elle se demanda ce qu'elle pouvait faire pour sauver le royaume. Quelque part dans un champ, un jeune homme essayait de flirter avec une fille. Mais son comportement ressemblait davantage à du harcèlement. Sa sœur lui coupa immédiatement la tête, effrayant la jeune fille. Elle lui dit qu'il valait mieux qu'il se taise, et que s'il recommençait, ce ne serait pas seulement sa tête, elle le découperait en morceaux. Il rattacha sa tête à son cou et dit qu'il mourrait quand même si elle le coupait à un certain endroit. Cette fille s'appelait Urza, une exorciste travaillant pour la branche de l'église de Kremoumen. Le jeune homme était Mammon, un démon, et aussi le familier d'Urza. La jeune fille déclara qu'elle s'inquiétait de la résurrection du grand démon Asmodée, tandis que Mammon restait calme. L'esprit d'Asmodée avait été scellé par Sainte Fianna il y a 400 ans, mais le royaume démoniaque approchant avait affaibli ce sceau. C'est pour cela que l'Église les avait envoyés s'occuper de cette affaire. Pendant ce temps, le prince Julius marmonnait que depuis qu'il avait vendu Filia, sa vie n'avait été que misère. Il se rappelait que depuis son enfance, il avait toujours fait de son mieux pour répondre aux attentes de tout le monde. Le prince héritier était un imprudent inutile. Alors tout le monde disait que le véritable héritier devait être le génie du royaume, le second prince, qui méritait le trône. La vie était parfaite, mais tout avait changé lorsque la sainte Filia était apparue. Elle donnait des ordres aux hommes et ignorait même les opinions de Julius. Le marquis Pius entra et surprit les murmures du prince. Il dit qu'il avait des informations pour le prince et que le moment était venu de montrer à cette sainte, qu'il avait vendue aux pays voisins, la véritable puissance du génie du royaume. Il demanda à Julius s'il avait entendu parler d'un trésor laissé par Sainte Fianna. On disait qu'il se trouvait sous la cathédrale de la capitale, une bague contenant tout le pouvoir magique de la légendaire Sainte Fianna. Celui qui briserait le sceau obtiendrait une puissance immense. Si c'est toi qui fais cela et manies ce pouvoir, plus personne n'osera te donner d'ordre. Tu pourrais même humilier cette agaçante sainte du royaume voisin.
Julius se sentit exalté. Il allait montrer à Philia sa supériorité. Même Mia et son père seraient obligés de reconnaître sa puissance. Varchipias avait une expression étrange, comme s'il était possédé par quelqu'un. Il riait et ne se souvenait même plus pourquoi il était là au départ. À Parnacorta, Oswald informait Philia que Gertonia voulait qu'elle retourne au royaume. Il devinait que la situation devait être vraiment grave à Gertonia. Oswald dit qu'ils avaient parfaitement le droit de refuser, mais qu'il voulait l'en informer d'abord, et Philia réfléchit. Elle devait rester dans la capitale pour maintenir le grand réseau de purification. C'est pour cela qu'elle avait envoyé Imari aider Mia dans la planification, mais elle soupçonnait que le prince Julius avait rejeté son plan. Oswald dit à Philia de ne pas porter ce fardeau seul. « Regarde autour de toi. Tout ce que nous devons faire, c'est améliorer la situation à Gertonia, n'est-ce pas ?» En compromis, il proposa d'envoyer des chevaliers de Parnacorta pour les soutenir. « Ce n'est pas pour me vanter, mais ils sont excellents. » Leonardo, un ancien chevalier, déclara qu'il était certain qu'il serait utile à Mia à Gertonia. Il se sentait en partie responsable de la situation actuelle. Il voulait l'aider autant que possible, alors il dit à Philia de ne pas s'inquiéter. Elle remercia le prince, puis se souvint soudain qu'elle avait oublié de lui servir du thé et courut en chercher. Oswald dit à Leonardo « Au moins, elle apprend à demander de l'aide aux autres dans sa vie quotidienne. » Cependant, Leonardo souhaitait qu'elle laisse aussi quelqu'un l'aider pour son propre bien. Philia poursuivait l'entraînement de Grace. Grace parvint à invoquer la lumière et reçut les éloges de Philia, qui lui dit de bien se souvenir de cette sensation. Leonardo vint informer Philia qu'il venait de recevoir des nouvelles de Imari. Grace, ayant appris que le roi de Gertonia était gravement malade, fut choquée d'apprendre qu'ils avaient détruit la formule du médicament de Philia. Dans la lettre, Mia mentionnait également des choses que Philia ne leur avait jamais dites. Mia était convaincue que le prince Julius était derrière les manigances à Gertonia et qu'elle travaillait à le faire tomber politiquement. Philia s'interrogea. Mia avait toujours été douce et gentille, ne voulant blesser personne, et pourtant, elle était prête à aller aussi loin. Qu'est-ce qui pouvait bien se passer là-bas? Philia dit qu'elle voulait envoyer la recette du médicament à Mia par l'intermédiaire de Imari. Elle l'avait améliorée et elle pourrait peut-être guérir la maladie du roi. Elle demanda aussi à Imari de rappeler à Mia de ne rien faire d'imprudent et Leonardo exécuta immédiatement l'ordre. Philia croyait que si le roi guérissait, les affaires nationales pourraient se stabiliser de nouveau. Travailler aux côtés des chevaliers de Parnacorta pour protéger le royaume permettrait également d'alléger le fardeau qui pesait sur Mia. Mais pour une raison qu'elle ignorait, elle avait l'impression d'étouffer et ne cessait de prier pour la sécurité de Mia. Alors, le prince Julius était vraiment à l'origine de tout ce chaos. Kimmery demanda à Mia si elle voulait qu'elle tue le prince. Mia pensa que ce serait un peu trop extrême. Tout ce qu'elles avaient besoin de faire, c'était de le dépouiller de son pouvoir. Si quelqu'un accusait Parnacorta de l'assassinat, cela pourrait conduire à une guerre totale. Kimmery demanda alors à Mia comment elle voulait s'occuper de Julius. Mia répondit qu'elle voulait qu'il paie pleinement pour la manière dont il avait traité sa sœur, qu'il présente des excuses sincères, qu'il se repente de sa stupidité et qu'après avoir été privé de son statut et de sa richesse, il soit exilé du royaume. Kimmery nota qu'étant donné la position de Mia en tant que sainte, tout cela était parfaitement possible. Mais les paroles de Kimmery firent aussi réfléchir Mia sur elle-même. Elle essayait de se venger en tant que sainte, mais une fois que tout cela serait terminé, mériterait-elle encore d'être appelée ainsi? Elle se demanda quel genre de sainte elle voulait vraiment devenir. Elle raconta à Kimmery que, 3 ans auparavant, son professeur lui avait annoncé que Philia avait été officiellement certifiée et ferait sa présentation officielle en tant que sainte le lendemain. Personne ne l'avait informée de cela, pas même ses parents. Depuis l'enfance, Mia avait étudié à l'Académie royale tandis que Philia recevait un entraînement rigoureux ailleurs, si bien que les 2 sœurs se voyaient rarement. Mia s'était déguisée et avait discrètement quitté le palais pour assister à la cérémonie de présentation de la sainte. Cependant, la foule était si immense que les rues étaient complètement bloquées. Elle vit quelqu'un emprunter un autre chemin et pensa que c'était un raccourci, alors elle décida de le suivre. Mais en chemin, elle tomba sur un monstre. Elle se demanda pourquoi une telle créature apparaissait ici, alors que la capitale était censée être protégée par une barrière. Bien qu'elle eût du sang de sainte, elle n'avait jamais été entraînée.
Elle avait toujours pensé qu'elle pouvait tout laisser à sa sœur et ne voulait rien apprendre elle-même. Elle ne savait même pas à quel point le monde extérieur pouvait être dangereux. À ce moment-là, Philia était apparue et l'avait sauvée, lui demandant si elle allait bien. Philia ne l'avait pas reconnue car Mia était déguisée. Philia avait dit qu'elle allait appeler les gardes, puis s'était précipitée vers la cérémonie. Mia avait vu en Philia une héroïne et avait commencé à l'admirer. Philia avait invoqué 2 piliers de lumière, d'une rapidité incroyable. Tout le monde parlait alors de Philia comme de la plus puissante sainte de l'histoire jusqu'à ce jour. En entendant cela, Mia avait encore plus admiré Philia. Elle souhaitait devenir une sainte comme Philia, son modèle, son étoile guide. Sa sœur avançait toujours de toutes ses forces. Même lorsqu'elle était rejetée, elle ne se plaignait jamais, ne blâmait personne, ne gardait aucune rancune et ne cherchait jamais vengeance. Elle priait simplement, en silence, pour la sécurité de tous. Mia savait qu'elle ne devait pas chercher à se venger, mais elle n'en pouvait plus. Elle haïssait profondément ceux qui avaient été cruels envers la personne qu'elle respectait. Elle les haïssait tous. Elle comprenait tout cela d'un point de vue logique, mais ses émotions refusaient d'écouter. Elle ne savait plus quoi faire. Timari prit la main de Mia et lui dit simplement d'être elle-même, d'être honnête, de ne pas se forcer à devenir une sainte comme Philia tant qu'elle continuait d'avancer, être fidèle à elle-même et sauver le royaume à sa manière. Alors Mia décida qu'elle voulait commencer tout de suite. Elle continuerait à haïr cet enfoiré et, dans le cadre de ses devoirs de sainte, elle exposerait ses manigances pourries et le détruirait complètement. Elle voulait les deux, le salut du royaume et la vengeance. D'abord, il lui fallait quelqu'un pour reprendre en main les affaires du royaume jusqu'à la guérison du roi. Oui, il y avait encore quelqu'un de compétent pour ce rôle dans le royaume. Ils allèrent faire appel au prince héritier Fernand, qui avait été emprisonné par la faction du prince Julius. Ce matin-là, alors qu'elle se promène dans les rues de Virtonia, Mia est abordée par un homme qui se présente sous le nom de Pierre. Il lui annonce qu'il a été désigné pour diriger sa garde personnelle à partir de maintenant. Mia accueille la nouvelle avec le sourire, puis, avant de reprendre ses obligations, elle lui demande de la conduire auprès du premier prince, Fernand. Pierre acquiesce et ouvre la marche. En chemin, ils échangent quelques mots sur le prince Fernand et le prince Julius. Par hasard, Mia se retrouve à marcher parmi les gardes du premier prince. Pierre lui explique que bien que de nombreux soldats soutiennent secrètement Fernand, ils doivent rester discrets pour ne pas éveiller les soupçons de Julius. Cela confirme ce que Émery lui avait déjà confié. Le prince Fernand a toujours été fragile et malade, ce qui a permis aux nobles de l'écarter facilement du pouvoir. Pierre ajoute que Julius traite les soldats avec mépris. Pendant qu'eux risquent leur vie sur le champ de bataille, le prince gaspille les ressources dans des projets absurdes, comme ériger des statues à son effigie. Mia l'écoute avec attention, puis demande dans quel état se trouve le prince Fernand actuellement. Pierre répond qu'il est au plus mal, aussi bien physiquement que mentalement. Chassé du château principal par Julius, il a été assigné à résidence dans un pavillon isolé, sombrant peu à peu dans le désespoir. Mia est sous le choc. Quand elle demande depuis combien de temps cela dure, Pierre répond « 12 ans ». Le poids de cette révélation s'abat sur elle. Elle sait que convaincre Fernand ne sera pas simple. Mais le royaume de Gertonia est en péril et elle ne peut plus se permettre d'attendre. Il faut agir, maintenant. Ils arrivent au quartier du prince. La pièce est plongée dans la pénombre, seulement éclairée par quelques chandelles. Dans le silence, Mia perçoit une toux discrète. Le prince Fernand est assis sur son lit, un livre à la main, les cheveux lui couvrant presque entièrement le visage. Mia s'avance doucement et se présente comme la fiancée du prince Julius. À ces mots, Fernand lève les yeux. Il croyait encore que Philia était promise à Julius. Mia lui explique que Philia est sa sœur aînée, qui est désormais devenue sainte dans un autre royaume, et qu'elle a donc rompu ses fiançailles. Fernand est stupéfait. Il est étonné qu'on ait permis à Philia de quitter le royaume. Mia ajoute que le roi est gravement malade et que c'est Julius qui dirige les affaires du pays en son absence. Entendant cela, Fernand commente froidement que Julius ne tardera probablement pas à se débarrasser de lui aussi. Il referme calmement son livre et fait enfin face à Mia,
son visage éclairé par la lueur vacillante des chandelles. Le calme qui se lit sur ses traits surprend Mia. Il semble totalement résigné, même lorsqu'il évoque sa propre chute. Sans perdre de temps, Mia aborde le vrai sujet de sa visite. Elle lui révèle sa véritable intention, s'opposer à Julius et sauver Gertonia. Mais Fernand reste sceptique. Selon lui, ceux qui le soutiennent ne le font que par attachement aveugle à la tradition, convaincus que l'aîné doit régner, quel qu'il soit. Mia insiste. Ce n'est pas qu'une simple affaire personnelle. Le royaume est au bord de l'effondrement, et si Julius monte sur le trône, la catastrophe est inévitable. À cela, Fernand réagit en faisant remarquer que Mia doit vraiment détester son frère. Elle ne le nie pas. Elle admet qu'elle hait Julius profondément, non pas uniquement à cause de querelles personnelles, mais parce qu'elle est la sainte, celle qui a juré de protéger le royaume à tout prix. Lorsqu'il réalise qu'elle est elle aussi une sainte, le visage de Fernand s'assombrit et il lui demande soudain de partir. Mia est déstabilisée par ce renvoi abrupt, mais elle refuse de céder. En guise de réponse, Fernand tire la couverture sur lui, se cachant complètement pour éviter toute confrontation. Malgré les efforts répétés de Mia pour lui parler, il reste recroquevillé sous la couverture, refusant de sortir. Plus tard dans la journée, Mia poursuit ses devoirs sacrés. Elle érige des barrières de lumière, chacune brillant avec l'intensité de sa frustration envers le prince héritier. Elle murmure ses plaintes à haute voix, mais se couvre rapidement la bouche, consciente que quelqu'un pourrait l'entendre. Cependant, la plupart de ses gardes sont fidèles à Fernand, alors Pierre la rassure. Elle n'a aucune raison de s'inquiéter. Toujours agitée, Mia laisse éclater sa frustration devant Pierre. Il se souvient qu'un jour, il avait suggéré au prince de sortir un peu, mais Fernand avait catégoriquement refusé, ce qui ne fait qu'augmenter l'inquiétude de Mia. Elle comprend alors qu'avant de pouvoir le convaincre de gouverner, elle doit d'abord l'aider à guérir, non seulement physiquement, mais aussi dans son âme. Sur ce, Pierre se remémore le remède que Filia avait préparé pour le prince. Même si Julius ne l'a pas saboté, Fernand avait fini par arrêter de le prendre de son propre chef. Pendant ce temps, à Parnacorta, Filia s'est trouvé une nouvelle passion pour passer le temps, la confection de bijoux. Lina admire son talent, et Filia lui confie qu'elle prévoit d'en fabriquer un en guise de cadeau de remerciement pour le prince Oswald, qui s'est toujours montré aimable envers elle. Elle se rappelle la joie qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait offert une barrette à Mia. Aujourd'hui, elle souhaite créer quelque chose que même Oswald pourra porter. À cet instant, Filia se lève et tend un bracelet à Lina. Mais avant même qu'elle ne puisse lui en expliquer la signification, Lina la serre dans ses bras, submergée de bonheur. Leur moment est toutefois interrompu par un coup frappé à la porte. Leonardo apparaît, une enveloppe à la main. C'est une lettre envoyée par Iméry. Le lendemain, Mia retourne voir le prince Fernand et lui demande pourquoi il a arrêté de prendre le médicament que Filia lui avait préparé. Il lui explique que le remède était atroce. Dès qu'il avait commencé à aller mieux, il n'arrivait plus à arrêter de trembler. Il est convaincu que s'il commence à se rétablir, les rumeurs sur la succession referont surface et Julius pourrait le percevoir comme une menace et le faire tuer. Il préfère rester malade que risquer sa vie. Mia lui propose alors de le protéger. S'il sait qu'il est en sécurité, il pourra reprendre son traitement sans crainte. Mais même après y avoir longuement réfléchi, Fernand refuse toujours. Mia lui assure qu'elle restera à ses côtés quoi qu'il arrive. Puis, sans lui laisser le temps d'objecter davantage, elle s'éclipse, lui lançant qu'elle reviendra, même si, au fond de lui, Fernand espère qu'elle ne le fera pas. Pendant ce temps, à Parnacorta, Filia est convoquée au château par le roi. Elle craint que ce soit à cause de son incapacité à accomplir ses devoirs de sainte à cause du grand cercle de purification. Cependant, le prince Oswald, qui l'accompagne dans le carrosse, trouve cela plutôt amusant. Il la rassure. Son père souhaite simplement la rencontrer en reconnaissance de ses efforts remarquables. Il affirme avec fermeté que quiconque oserait dire du mal d'elle ne sera pas toléré, une chose qu'il refuse catégoriquement. Filia fait remarquer qu'il serait scandaleux que le fils du roi contredise ce dernier, mais Oswald se contente de rire. Dans les appartements royaux, le roi se présente chaleureusement et Filia lui rend son salut avec élégance. Il mentionne le rapport d'Oswald concernant le grand cercle de purification et le succès de Filia à empêcher l'invasion de monstres dans le royaume. Il s'avère que le roi souhaite récompenser ses efforts.
Quelque chose dans son attitude rappelle Oswald à Filia. Le roi lui demande alors si elle désire quelque chose en particulier, promettant que, quelle que soit sa requête, ils feront de leur mieux pour l'exaucer en signe de gratitude. À cet instant, Filia se rappelle de la lettre qu'il pourrait lui avoir envoyée plus tôt. La situation à Girtonia empire, même avec l'aide de l'ancienne sainte Hildegarde. Comme s'il lisait dans ses pensées, le roi lui demande si elle souhaite aider sa sœur dans un autre royaume, et Filia répond sans hésiter, avec enthousiasme. Elle a toujours voulu soutenir Mia. Bien que Mia fasse de son mieux pour accomplir ses devoirs de sainte, l'état actuel de Girtonia effraie Filia plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Tout à coup, le poids de son inquiétude devient limpide. Filia réalise qu'elle a eu peur pour sa sœur depuis le début. Elle s'apprête à s'excuser pour sa réaction émotive, mais le roi l'interrompt doucement. Il lui assure qu'il a déjà entendu sa demande et qu'elle sera acceptée. Filia insiste sur le fait qu'elle est une sainte et qu'elle doit agir avec devoir. Mais le roi lui rappelle qu'elle doit aussi penser à elle-même, que même les saintes ont parfois le droit d'être égoïstes. Le roi charge alors Oswald de superviser l'envoi des chevaliers à Girtonia et de venir en aide à Filia, quoi qu'il en coûte. Filia a du mal à croire le soutien qu'elle reçoit. Pourtant, Oswald évoque aussi l'augmentation des attaques de monstres. Leurs forces atteindront bientôt leurs limites, et même les chevaliers d'élite du royaume ne pourront pas tenir éternellement. Mais Filia a déjà un plan. Il ne lui manque plus que la permission du royaume pour le mettre à exécution. Filia explique que son plan ne vise pas seulement à sauver Girtonia, mais aussi à protéger les pays voisins. Le roi se réjouit à cette idée, mais Filia précise qu'elle n'est pas la clé du plan ni de sa réussite. En entendant cela, Grace est stupéfaite. Filia a l'intention de créer un nouveau grand cercle de purification, assez puissant pour couvrir tout le continent. Oswald comprend enfin, mais il se demande pourquoi Filia a attendu jusqu'à maintenant. La raison est simple. Elle ne possède pas suffisamment de pouvoir seule pour maintenir une barrière d'une telle ampleur. C'est pourquoi Grace est indispensable. Filia devra puiser dans l'énergie magique de Grace pour concrétiser son projet. Un ancien sort, connu sous le nom de convergence magique, permet de rassembler l'énergie magique de plusieurs personnes, mais il devient rapidement évident que même unis, leurs forces ne suffiront pas. Filia se lève, résolue, et évoque les sœurs de Grace. Elles sont 3, et toutes sont également des saintes. Elle propose d'enseigner à Grace le sort de convergence magique, afin que celle-ci puisse ensuite le transmettre à ses sœurs. Avec 5 saintes œuvrant de concert, les chances de succès du grand cercle de purification augmenteraient considérablement. Pendant que le rituel est préparé et exécuté, les chevaliers auront pour mission de retenir les monstres, afin d'offrir le temps nécessaire à son accomplissement. Filia s'agenouille devant Grace, lui demandant son aide avec une sincérité profonde. Sans la moindre hésitation, Grace lui prend la main et lui promet son soutien. Elle ne souhaite rien de plus que de venir en aide à Filia. En tant qu'élève, Grace est déterminée à relever le défi et affirme qu'elle doit apprendre et pratiquer immédiatement tous les rituels nécessaires. Grace et Filia commencent leur entraînement à la bibliothèque, avant de poursuivre à l'extérieur, entourée par la nature. Filia l'enseigne avec patience et lui offre un talisman pour l'aider à concentrer sa magie. Même après que Grace s'endorme ce soir-là, Filia reste éveillée, encore absorbée par ses préparatifs. Le lendemain, tandis que Grace répète le sort avec une concentration intense, le prince Richard arrive. Oswald l'avait informé du plan et il est venu constater leur progrès. Grace est déjà proche de maîtriser le sort. Filia ne parvient pas à lire les expressions de Richard, incertaine de ce qu'il pense. Mais, comme s'il avait deviné ses pensées, il lui dit calmement que le plan est admirable. Non seulement il permettra de protéger le continent, mais il gagnera aussi la reconnaissance des autres royaumes, sans qu'un sacrifice ne soit nécessaire. Filia exprime alors son désir de protéger non seulement ses amis et sa famille, mais aussi ceux qu'elle n'a pas encore rencontrés. 6 paroles éveillent quelque chose en Richard, qui pense soudain à quelqu'un. Il reconnaît en elle une âme semblable à la sienne, tous deux nés pour servir un devoir. Mais contrairement à Filia, lui a échoué à rester fidèle à celle qu'il chérissait autrefois. Touché, Richard rappelle à Filia de ne pas seulement penser aux autres, mais aussi de prendre soin d'elle-même. Alors qu'il se détourne pour partir, Filia l'interpelle. Elle déclare avec force qu'elle ne mourra pas. Son devoir sacré n'est pas encore accompli. Cette certitude laisse Richard sans voix.
Elle ajoute qu'elle aime aussi le royaume, puis s'incline avec respect avant de s'éloigner. Richard la regarde partir, un sourire discret se dessinant sur ses lèvres. À cet instant, il comprend qu'elle l'a dépassé. À Girtonia, Mia rend une nouvelle visite au prince Fernand. Lorsqu'il ouvre sa fenêtre, la lumière du soleil envahit la pièce. Il lève une main pour se protéger le visage, comme s'il redécouvrait une sensation oubliée. Mia sort un panier de pique-nique qu'elle a préparé, espérant égayer son humeur. Fernand est surpris par son insistance. Pierre lui confie à quel point les journées de Mia sont remplies, et pourtant, elle trouve encore le temps de venir. Fernand a l'impression qu'elle se surmène inutilement, mais Mia lui répond fermement. Le royaume est en crise, et elle ne peut pas rester les bras croisés. Elle l'implore de ressentir la même chose, lui rappelant que Julius est à l'origine de cesse et souffrance. Mais Fernand ne partage pas sa vision. À ses yeux, si Mia parle avec autant de conviction, c'est parce qu'elle est forte, contrairement à lui. Il avoue que sa maladie est devenue une échappatoire, une excuse à laquelle il s'est accroché. Il prétend ne pas avoir eu le choix. Les mots cruels de Julius résonnent encore dans son esprit. Pendant longtemps, Fernand s'est cru inutile, persuadé que renoncer était sa seule option. Ce n'était pas la mort qui lui faisait peur, mais l'idée que toute sa vie, il n'ait servi à rien. Voilà ce qui le hantait le plus. Mais alors qu'il se confie, Mia comprend, et elle fond en larmes. Ce qui le prend totalement au dépourvu. Elle est une sainte, censée être forte, digne et déterminée. À travers ses larmes, Mia lui dit que tant qu'il refuse de se battre pour lui-même, il ne peut même pas être qualifié d'échec. L'échec, au moins, implique qu'on ait essayé. Mais fuir, se réfugier derrière des excuses et éviter son destin, cela, c'est bien pire. Échouer n'a rien de honteux. Fuir, si. Puis elle s'éloigne brusquement, emportée par la frustration. Fernand tend la main, mais ne parvient pas à la retenir. Seul, quelque chose s'éveille en lui. Il regarde le panier de pique-nique qu'elle a laissé, puis l'ouvre lentement. À l'intérieur, c'est sandwich. Un léger sourire se dessine sur son visage. Il se demande si elle reviendra, ou si elle a finalement abandonné. Cette pensée l'ébranle bien plus qu'il ne l'aurait cru. Alors, dans un souffle hésitant, il se lève et fait un pas vers le rayon de soleil qui traverse la fenêtre. Il comprend que, s'il veut la revoir, il lui suffit d'avancer. Mia a fini par briser ses défenses. Sur la ligne de défense girtonienne, Mia soigne un garde blessé, sa magie de guérison émettant une douce lueur alors qu'elle referme sa plaie. Une fois le traitement terminé, Pierre s'approche pour la remercier du travail qu'elle a accompli ce jour-là. Mia lui répond qu'elle n'y voit aucun inconvénient. Comparé à ses anciens gardes, les soldats de Pierre se sont montrés particulièrement efficaces, notamment face aux assauts de monstres. Mais plus encore, ce qui rassure Mia, c'est le retour de sa tante, Hildegarde, à ses fonctions de sainte. Sans le soutien d'Hildegarde pour partager les responsabilités, Mia sait que le royaume aurait déjà sombré dans le chaos. Cependant, ce soulagement est de courte durée. Plus tôt dans la journée, les barrières de protection érigées autrefois par Filia se sont finalement effondrées. À cet instant, un démon semble s'être éveillé. Il ordonne à son ombre d'aller chercher Filia. Cette nuit-là, alors que Filia dort paisiblement dans sa chambre, une ombre démoniaque s'introduit discrètement dans sa demeure. Elle rampe silencieusement, prête à frapper. Mais au moment où elle bondit, l'instinct de Filia la réveille brusquement. Sentant le danger, elle incante rapidement un sort de lien, immobilisant l'ombre avant qu'elle n'atteigne sa cible. Piégée par l'enchantement, l'ombre frissonne sous l'effet du sort. Filia se lève de son lit, fixe la créature dans les yeux et exige des réponses. Soudain, une femme émerge des ténèbres, tenant une hache étincelante. Elle se présente sous le nom d'Elsa Notis, exorciste de l'église de Cremu. Elle apporte un avertissement grave à Filia. D'après elle, le royaume démoniaque avance peu à peu, et l'archidémon Asmodée est en train de retrouver toute sa puissance. L'ombre envoyée contre Filia n'était qu'un prélude. Si cette progression se poursuit, Asmodée pourrait bientôt revenir sous sa forme complète. Plus inquiétant encore, Elsa insiste. Sa première cible sera Filia, la plus grande sainte de cette époque. Pendant ce temps, dans le royaume d'Urtonia, Mia réfléchit à la conférence nationale à laquelle elle devra bientôt assister. Comme cela la tiendra éloignée pendant un certain temps, elle espère pouvoir rendre visite au prince Fernand avant son départ. Cela fait un moment qu'elle ne l'a pas vu dans ses appartements privés. Cependant,
Alors qu'elle y pense, elle croise Marcus Pearse. Soutien déclaré du prince Julius, il l'interpelle sèchement et lui demande pourquoi la sainte du royaume se rend à la villa du prince Fernand. Avec une élégance calme, Mia lui répond en usant de tout son charme, soulignant que son rôle de sainte implique aussi de veiller au bien-être du premier prince, Fernand. Mais en apprenant que Fernand la repousse à chaque fois, Marcus laisse échapper un rire moqueur. Il la met en garde de ne plus approcher le prince, affirmant qu'il n'y a aucun espoir pour Fernand de redevenir celui qu'il était autrefois. Malgré l'insolence, Mia garde son sang-froid, mais intérieurement, elle fulmine. Pour elle, ce genre de paroles froides et cruelles est peut-être précisément la raison pour laquelle Fernand reste si distant. Heureusement, le fils de Marcus Pearse intervient, leur rappelant l'heure, et tous se dirigent vers la salle de conférence. Dès le début de la réunion, l'assemblée est stupéfaite. Le prince Julius remarque que le prince Fernand est déjà assis à l'une des places. Ce qui choque davantage, c'est que Fernand, habituellement fuyant toute apparition publique, affiche cette fois une allure assurée et posée. Il va même jusqu'à demander à Julius de lui témoigner le respect qui lui est dû. Un silence stupéfait s'installe dans la pièce. Mia, se souvenant à quel point Fernand voulait rester caché lors de sa dernière visite, peine à croire ce qu'elle voit. Julius tente rapidement de minimiser la présence de son frère, remettant en question ses intentions. Mia, silencieuse, observe avec inquiétude, redoutant la pression que Fernand pourrait subir. Mais à son grand soulagement, Fernand répond avec fermeté. Il explique qu'après avoir appris la dégradation de l'état de santé de leur père, il a compris qu'il devait assumer ses responsabilités en tant que prince héritier légitime. Mia craint que Julius ne soit provoqué et ne déclenche un conflit, mais Fernand semble prêt pour ce moment. Au cours de la conférence, il soulève plusieurs préoccupations importantes, notamment son refus d'accepter l'aide du royaume de Parnacorta. Julius, lui, ne semble préoccupé que par son propre orgueil, interrompant avec colère sans vraiment écouter. Malgré cela, Fernand parle avec assurance, exposant des positions claires et parfois radicales qui impressionnent Mia. Elle admire son courage et la manière dont il tient tête à Julius sans fléchir. Pourtant, derrière son calme apparent, Mia remarque les mains tremblantes de Fernand, crispées sur son pantalon. Il est évident qu'il lutte pour garder le contrôle et que ses forces sont limitées. Mia comprend à quel point sa situation est grave et douloureuse. Son traumatisme ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Le voir se battre ainsi malgré tout éveille en elle un puissant désir de le soutenir. Julius, de son côté, ne cesse d'accuser Filia pour avoir refusé son appel à revenir, s'énervant de plus en plus. Fernand, toujours calme et rationnel, avait anticipé cette réaction et refuse de tomber dans des querelles puériles. Ce détachement irrite davantage Julius, qui exige alors que les parents de Filia soient punis. Incapable de poursuivre la réunion dans le calme, il l'interrompt brutalement et congédie tout le monde pour la journée. Juste après la conférence, Fernand retrouve Mia à la sortie du hall et s'excuse de ne pas avoir pu faire plus. Cependant, les paroles bienveillantes et les compliments sincères de Mia prennent Fernand par surprise. Assise encouragement le rassure. Revenir au château était bel et bien la bonne décision. Pendant ce temps, Julius, toujours furieux du refus de Filia de revenir, convoque froidement ses parents. Il les menace de confisquer leurs biens à moins qu'ils n'acceptent de coopérer à un plan encore non révélé. De retour à l'extérieur du hall, Fernand confie à Mia qu'il compte provoquer Julius, afin de dévoiler sa véritable nature avant qu'il ne soit trop tard. Inspirée par sa détermination, Mia accepte officiellement de collaborer avec lui. Ensemble, ils font le serment de restaurer la paix et l'équilibre en Girtonia, une bonne fois pour toutes. Ailleurs, dans le royaume, Hildegarde est occupée à renforcer les barrières magiques pour repousser la menace grandissante des monstres. Alors qu'elle termine une incantation, Pierre l'approche, le visage grave. Il est évident qu'il a quelque chose d'important à lui dire, et Hildegarde interrompt aussitôt son travail pour l'écouter. Pendant ce temps, dans le royaume de Bulmerne, Grace s'efforce d'accomplir la demande de Filia, enseigner le grand sort de purification à ses sœurs. Cependant, sa sœur aînée, Émilie, semble réticente à coopérer, même si leur père a déjà approuvé l'idée. Cette hésitation vient de la manière dont Émilie perçoit Filia, non pas comme une alliée, mais comme une rivale. Elle est convaincue que Bulmerne peut se défendre seule, sans l'aide extérieure. Malgré cela,
Ses jeunes sœurs, Amanda et Jane, sont plus ouvertes d'esprit et approuvent rapidement le plan de Grace. Elles taquinent Emily, insinuant qu'elle est simplement jalouse de Filia. Finalement, après quelques plaisanteries bien senties, Emily finit par céder, ne serait-ce que pour leur prouver le contraire. Lorsque l'entraînement commence, les trois sœurs se tournent vers Grace pour obtenir des conseils. Heureusement, Filia avait préparé un manuel complet, contenant toutes les instructions nécessaires pour exécuter le grand sort de purification et étendre le cercle magique. Emily tente le sort la première, et dès qu'elle prononce l'incantation, une robe de lumière se manifeste autour d'elle, stupéfiant tout le monde, y compris elle-même. Essayant de cacher son émerveillement, elle fait mine de rester impassible, attribuant son succès à son propre talent. Mais au fond d'elle, elle ne peut s'empêcher de reconnaître la brillance de Filia. Ne voulant rien devoir à sa rivale, Emily encourage vivement ses sœurs à maîtriser le sort, déterminée à prouver qu'elles aussi sont dignes d'être appelées saintes. De retour à Girtonia, Mia discute avec Emery dans les bois lorsqu'un Pierre essoufflé les rejoint avec des nouvelles urgentes. Il l'informe que le prince Julius a déjà entamé des manœuvres stratégiques. Plus précisément, il a demandé à la famille Adenauer d'organiser un grand banquet, un rassemblement destiné à unir les nobles et à renforcer les alliances sous son influence. Bien que cela puisse sembler être un simple événement mondain, la réception organisée par les Adenauer cache une ambition politique plus profonde. Pourtant, Mia ne parvient pas à prédire exactement la prochaine manœuvre de Julius. Plus tard, de retour au château, une employée de l'église accourt vers Mia avec une requête inhabituelle. Quelqu'un souhaite faire une confession privée directement à elle. Curieuse mais prudente, Mia entre dans la salle des confessions. À sa grande surprise, le visiteur n'est autre que le fils de Marcus Pearce, un membre influent du camp de Julius. Sa présence est inattendue et Mia se prépare mentalement à entendre quelque chose d'important. Ce soir-là, exténuée par une journée longue et harassante, Mia ne rêve que d'une chose, se glisser dans son lit. Mais à peine commence-t-elle à se détendre qu'un vacarme soudain retentit dans la maison, la forçant à se relever d'un bond. Inquiète, elle sort de sa chambre et découvre avec stupeur sa tante Hildegarde en train de se faire violemment réprimander et chasser par son père. Sa voix tonne de colère, mais Hildegarde reste calme, impassible. Sans réagir à l'agitation, elle déclare simplement qu'elle a quelque chose à dire à Mia. Comprenant qu'il s'agit de quelque chose d'important, Mia la suit dehors, dans la nuit, pour une conversation plus intime. En marchant à ses côtés, Mia ne peut s'empêcher de remarquer à quel point Filia ressemble à Hildegarde, non seulement physiquement, mais aussi dans sa manière de se tenir et d'imposer le respect. Tentant d'exprimer sa reconnaissance pour les efforts constants de Hildegarde contre les monstres, Mia lui adresse des mots chaleureux. Mais Hildegarde ne sucre jamais ses propos. Avec politesse mais fermeté, elle lui expose la gravité de la situation. En cet instant crucial, elle ne peut s'empêcher de penser à Filia, à tout ce que cette dernière aurait pu empêcher si seulement elle avait été réellement libre d'agir. Sans plus attendre, Hildegarde révèle la véritable raison de cette rencontre. Elle souhaite adopter Mia. Consciente des liens de Mia avec le camp du premier prince et de son intention silencieuse de faire tomber Julius, Hildegarde la met en garde. Si Julius tombe, ses parents risquent d'être entraînés dans sa chute. Elle-même a déjà perdu son époux, mais elle promet de protéger Mia, coûte que coûte. Mais au-delà de cette offre d'adoption, Hildegarde révèle une vérité bouleversante que personne d'autre ne connaît. Filia est en réalité sa propre fille, enlevée autrefois par les parents de Mia. Bien que cela puisse sembler être un simple événement mondain, la réception organisée par les Adenauer cache une ambition politique plus profonde. Pourtant, Mia ne parvient pas à prédire exactement la prochaine manœuvre de Julius. Plus tard, de retour au château, une employée de l'église accourt vers Mia avec une requête inhabituelle. Quelqu'un souhaite faire une confession privée directement à elle. Curieuse mais prudente, Mia entre dans la salle des confessions. À sa grande surprise, le visiteur n'est autre que le fils de Marcus Pearce, un membre influent du camp de Julius. Sa présence est inattendue et Mia se prépare mentalement à entendre quelque chose d'important. Ce soir-là, exténuée par une journée longue et harassante, Mia ne rêve que d'une chose, se glisser dans son lit. Mais à peine commence-t-elle à se détendre qu'un vacarme soudain retentit dans la maison, la forçant à se relever d'un bond. Inquiète,
Elle sort de sa chambre et découvre avec stupeur sa tante Hildegarde en train de se faire violemment réprimander et chasser par son père. Sa voix tonne de colère, mais Hildegarde reste calme, impassible. Sans réagir à l'agitation, elle déclare simplement qu'elle a quelque chose à dire à Mia. Comprenant qu'il s'agit de quelque chose d'important, Mia la suit dehors, dans la nuit, pour une conversation plus intime. En marchant à ses côtés, Mia ne peut s'empêcher de remarquer à quel point Filia ressemble à Hildegarde, non seulement physiquement, mais aussi dans sa manière de se tenir et d'imposer le respect. Tentant d'exprimer sa reconnaissance pour les efforts constants de Hildegarde contre les monstres, Mia lui adresse des mots chaleureux. Mais Hildegarde ne sucre jamais ses propos. Avec politesse mais fermeté, elle lui expose la gravité de la situation. En cet instant crucial, elle ne peut s'empêcher de penser à Filia, à tout ce que cette dernière aurait pu empêcher si seulement elle avait été réellement libre d'agir. Sans plus attendre, Hildegarde révèle la véritable raison de cette rencontre. Elle souhaite adopter Mia. Consciente des liens de Mia avec le camp du premier prince et de son intention silencieuse de faire tomber Julius, Hildegarde la met en garde. Si Julius tombe, ses parents risquent d'être entraînés dans sa chute. Elle-même a déjà perdu son époux, mais elle promet de protéger Mia, coûte que coûte. Mais au-delà de cette offre d'adoption, Hildegarde révèle une vérité bouleversante que personne d'autre ne connaît. Filia est en réalité sa propre fille, enlevée autrefois par les parents de Mia.